Le pôle économique est une juridiction spécialisée. Il a été créé en 2021 et opérationnel depuis juin 2023. C'est un véritable outil de lutte contre la délinquance financière et la corruption. Dans ce journal, nous allons nous intéresser à quelques dossiers qui sont devant cette juridiction, comme par exemple la gestion du fonds dialyse relevée dans le rapport du bureau du vérificateur général. La jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent, c'est le thème de la journée internationale de la jeunesse de cette année au Mali. Un thème qui vient matérialiser l'initiative du président de la transition, à savoir la dématérialisation de l'administration et la lutte contre le terrorisme à travers les réseaux sociaux. Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Après le dossier d'engrais subventionnés par l'État en procédure dans les juridictions de Sikasso et Koutiala, nos reporters Garibou Pérou et Tchédje Kamara vous invitent aujourd'hui à la Cour d'appel de Bamako et au pôle national économique et financier. Le pôle économique est une juridiction spécialisée qui a été créée en 2021 et opérationnelle depuis juin 2023. C'est un véritable outil de lutte contre la délinquance financière et la corruption. La problématique de foncier prise sous l'angle de faux et usage de faux et la gestion du fonds dialyse relevé dans le rapport du bureau du vérificateur général sont les dossiers qui attirent particulièrement l'attention de ceux qui animent le pôle national économique et financier. Atteinte aux biens publics, le faux usage des faux et les infractions connexes ont désormais les réponses. À la trousse des délinquants financiers, des corrupteurs et corrompus, le procureur du pôle spécialisé. Sur fond d'échange de bonnes pratiques, le procureur travaille avec célérité avec le bureau du vérificateur général. Le bureau du vérificateur général et le pôle national économique et financier entretiennent des rapports de collaboration parfaits. Le dernier en date, c'est ce rapport relatif à la gestion du centre hospitalier du Pont G. Il s'agit de ce qu'on appelle communément les fonds dialyse. Et il se trouve qu'en 2022, le bureau du vérificateur a initié une vérification à l'issue de laquelle elle nous a communiqué un rapport, lequel rapport a été transmis à notre brigade qui a traité et il y a eu un certain nombre d'irrégularités. Par exemple, la non-justification de l'utilisation faite de consommables de dialyse pour plus de 300 millions. Et la seconde, c'est l'élaboration des procès-verbaux de réception sans constatation de la qualité des repas livrés par la commission qui a été mise en place à cet effet, pour plus de 100 millions. Ces faits-là, quand ils nous ont été déférés naturellement, ils requièrent notre attention s'agissant surcoût des fonds dialyse. Et nous avons requis l'ouverture d'une instruction judiciaire qui est pendante, qui est en cours, et d'ailleurs qui se poursuit sereinement et très avancée. Et des personnes sont interpellées et même en détention. À ces dossiers en cours d'instruction se greffe celui du foncier. Le faux usage des faux est devenu un mal qui n'épargne personne. C'est très difficile de voir une famille à Bamako ou alentour qui n'a pas eu, à un moment ou un autre, des problèmes avec le foncier. Toute opération de lotissement est subordonnée premièrement à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat. Elle ne suffit pas. Il faut en plus une autorisation, cette fois-ci définitive, délivrée par le gouverneur de région ou du district de Bamako selon les cas. De même, les élus locaux, les maires, ils attribuent des parcelles sans être propriétaires ou affectateurs des terres. Plus grave, c'est que les élus, les maires, il leur arrive, et même certains représentants de l'État, d'attribuer des terrains dans le domaine public immobilier de l'État. Or, la loi, le code domanial est très clair. Le domaine public immobilier de l'État, il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il faut que les choses changent. Vous voyez, ça crée beaucoup de dégâts, le problème foncier. Il y a des familles qui sont disloquées. Et souvent, les problèmes dégénèrent. Il y a même mort d'homme. Alors qu'à l'origine, il y a quelqu'un qui est assis tranquillement dans son bureau qui a pris un acte. Ce sont généralement les bénéficiaires qui en pâtissent. Mais l'autorité qui a délivré l'acte n'est pas inquiétée. Moi, je pense que si on parvient à taper de ce côté-là également, je crois que ça va un peu amoindrir les problèmes. Que dit le code adopté en 2020 en la matière? Ce que vous appelez lettre d'attribution,
concession rurale, CHI, etc., etc., ça n'existe plus. Le code domanial y a mis un terme depuis. Le nouveau code va plus loin. Le code a dit à tous les propriétaires des titres précaires, ce que vous appelez CHI, permis d'occuper, lettres d'attribution, etc., qui les avaient jusqu'alors, ils ont un délai de 10 ans pour se conformer, pour transformer leurs titres précaires en titres fonciers. 10 ans. 10 ans, ce sera en 2032, 31 ou 32. Et donc, ça veut dire quoi? Il faut que tous ceux qui détiennent ces actes provisoires-là, même si vous êtes dans votre maison et qu'elle est bâtie sur des étages, eh bien, en 2032, là, si vous n'avez pas régularisé, en tout cas de par ce qui est dans la loi, bien, vous n'avez rien. Il faut que ce soit clair. Je pense que beaucoup de récriminations qu'on connaissait avant ne sont plus valables. Il n'y aura plus d'impunité. Il n'y aura plus d'impunité dans ce pays-là. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas question de riches. C'est la vérité qui doit triompher. Et aucun secteur aussi ne sera épargné. Au rôle des audiences actuelles, affaires civiles comme pénales, le foncier occupe une place inquiétante. Institué arbitre social, la justice va sévir pour trouver à ces problèmes nationaux une solution nationale. À l'instar des autres pays, célèbre aujourd'hui 12 août la journée internationale de la jeunesse. Cette année, le thème national est la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. Ce thème est plus que d'actualité dans notre pays. C'est en rapport avec l'initiative du président de la transition, à savoir la dématérialisation de l'administration et la lutte contre le terrorisme à travers les réseaux sociaux. Pour plus de détails, suivons l'essentiel du discours du ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. C'est avec Abdoul Karim Kaba. Célébrer la jeunesse à l'occasion de la journée internationale qui lui est dédiée, c'est conforter les jeunes dans leur rôle. Au Mali, le 12 août est mis à profit pour rendre hommage aux femmes. C'est pourquoi ils encouragent les autorités de la transition à poursuivre leur démarche. En cette année 2024, la célébration de cette journée se passe dans un contexte particulier pour notre pays, qui continue toujours sa lutte honorable contre le terrorisme sous toutes ses formes. À l'ère du numérique, les jeunes entendent jouer leur rôle, surtout en termes de réseaux sociaux dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour dire que le choix du thème national, la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent, n'est pas fortuit. Il rappelle la place importante que vous occupez dans le maniement des technologies de l'information et de la communication. Faisant face à cette guerre communicationnelle à outrance, engagée par des ennemis de l'extérieur, notre pays, le Mali, a plus que besoin de votre engagement dans cette nouvelle lutte. Pour magnifier la journée, le ministère en charge de la jeunesse et des sports a initié un certain nombre d'activités. En plus de la rencontre d'échange ministriou Nishifu Kabarokene, des activités de volontariat communautaire, de randonnée et de séances de reboisement meubleront ce mois dédié à la jeunesse. La célébration du 12 août, journée internationale de la jeunesse, est mise à profit par le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba de rappeler le travail abattu dans le cadre de la refondation de la fêtière de la jeunesse qu'est le CNJ. Cela conformément aux recommandations des États généraux de la jeunesse. Célébration samedi 10 août de la journée africaine de la décentralisation. La journée a pour thème établir un système d'éducation et de formation solidaire ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local, nous dit Maïmouna Doumbia. Les activités menées dans le cadre de cette journée commémorative portent sur l'état des lieux de la décentralisation, acquis, défis et perspectives, l'établissement d'un système d'éducation et de formation solidaire ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local. Actualité oblige, les organisateurs mettent également l'accent sur le rôle et la contribution des collectivités territoriales dans le processus de digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. De manière concrète, l'éducation aujourd'hui est assurée par l'école électorale, bien sûr avec la bénédiction et l'accompagnement et le contrôle de l'État. C'est pareil aussi pour la santé, c'est aussi les questions d'assainissement, bien d'autres. Donc nous avons après 24 domaines que l'État a estimé pertinent de les transférer au culturel
en estimant que les collectivités sont les niveaux les plus appropriés pour assurer ces services. Les acteurs sont venus d'un peu partout pour faire le bilan de la décentralisation, un processus qui a enregistré des progrès. La politique de décentralisation au Mali apparaît aux yeux de bon nombre d'observateurs comme une des plus audacieuses en Afrique à cause du nombre très élevé des institutions nées dès au départ. Simultanément, le Mali avait créé 683 communes qui se greffent déjà aux 19 déjà existantes. Mais de nos jours, nous sommes à plus de 800 communes et à plus de 20 régions. Malgré les progrès, il y a des insuffisances. Et c'est aussi l'occasion, pendant ces journées-là, de regarder ensemble ce qui a pu être fait de bien, ce qui n'a pas été bien fait, et comment on les corrige pour répondre aux attentes des plus hautes autorités, d'assurer des conditions de vie idéales et un cadre de vie propice aux populations. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation réitère l'engagement ferme du gouvernement de la transition à faire du système éducatif une source d'inspiration et un moyen de lutte contre l'analphabétisme et un tremplin pour la refondation du Mali. Aucun pays ne peut atteindre l'agenda 2063 de l'Union africaine ni les objectifs du développement durable sans une éducation de qualité, socle de tout développement. Cette dynamique contribuera à l'édification d'un système éducatif qui produit des hommes et des femmes capables de faire face aux défis actuels et conduire nos États vers la prospérité. Des panels ont été présentés par les départements en charge de l'éducation nationale, de la modernisation de l'administration, la Direction générale des collectivités territoriales et l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Rappelons que la journée africaine de la décentralisation est célébrée concomitamment avec celle de l'état civil chaque 10 août. Partons à l'intérieur du pays, la journée africaine de la décentralisation et du développement local a été célébrée dans les régions de Taoudéni et Mopti. Une journée mise à profit pour rappeler les efforts engagés dans les secteurs du développement, notamment la sécurité, l'éducation, l'hydraulique, entre autres. On en sait plus avec Chérifou Moulaye Aïdara et Boubacar Sankari. Cette journée africaine de la décentralisation et du développement local a été mise à profit par les autorités régionales de Taoudéni pour faire d'abord le bilan des divers domaines du développement, ensuite attirer l'attention des citoyennes sur l'esprit civique afin de promouvoir la bonne gouvernance. Hier, même pour traverser cette guédron, il y a quelqu'un qui tire sur toi dans un véhicule, il quitte. Aujourd'hui, vous êtes en sécurité, alhamdoulilah. Ça, c'est les efforts de l'État. Et ça, c'est des trucs très importants. Et chacun de nous, il doit apprendre en compte. L'État est géré par nous tous. Et l'esprit, il y a beaucoup parmi nous, ce qui est regrettable. Toi, tu es un citoyen malien. Normalement, où tu vas voir quelqu'un qui doit faire les mal pour ton État, tu dois le signaler immédiatement. Cette décentralisation, il y a des préfets qui ont compris que le maire, c'est un peu leur rival parce qu'il leur a retiré ce que lui il gérait. Il y a des maires qui pensent qu'ils sont là à se substituer du préfet. Alors que si vous voyez les textes, c'est en fait ce que Ousmane Sy a l'habitude de dire, c'est une administration à deux pieds. Les citoyens ont en mémoire les multiples actions posées par l'État en matière de transfert de compétences au niveau des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage du développement régional et local. À ce titre, elles doivent s'inscrire dans une dynamique de développement territorial, local, régional et national, en harmonie avec les différents niveaux de collectivités territoriales. D'autres populations peut-être qui sont plus pauvres que vous, je suis témoin, mais ils payent les impôts. Et nous, on paye absolument rien. Tu trouves quelqu'un qui a un troupe de chameaux, il a des véhicules, il a des boutiques, mais à cause de cette crise, il paye absolument rien. Et quand il dit il faut payer tes impôts, non, moi je ne vais pas payer, moi j'ai des enfants. Cette journée a été couronnée d'une séance de questions-réponses qui a permis aux participants de poser des questions sur le secteur du développement, l'éducation, la santé,
l'hydraulique, entre autres. Célébrer sous le thème « Établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local », cette journée africaine de la décentralisation et du développement local offre l'occasion aux acteurs intervenant dans le processus de décentralisation de faire non seulement le bilan des actions engrangées en matière de développement local, mais aussi de nourrir des réflexions sur la mise en œuvre de sa politique. Décentraliser, c'est déplacer un centre décisionnel d'une capitale vers les provinces, étymologiquement. Et avec le recul de 30 ans d'application, nous nous rendons compte aujourd'hui que notre pays avait bien fait le choix de partir vers cet aspect de décentralisation. L'exercice des pouvoirs publics et le bénéfice des affaires publiques sont exclusivement au bénéfice de ces populations. Cette célébration est marquée par l'organisation de 3 panels avec les thématiques suivantes. État des lieux de la décentralisation, acquis, défis et perspectives, la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics, le rôle et la contribution des collectivités territoriales dans le processus de digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. Nous sommes en train d'avoir tout notre territoire, nous avons les populations et nous avons aujourd'hui les ressources propres qui sont en train de se dégager et tout est souverain. En termes de défis, il faut simplement préparer les ressources humaines. Le conseil régional a saisi l'occasion pour présenter ses réalisations. Il s'agit entre autres de la réhabilitation du musée de Djenné et de la salle Souri Bamba, de l'aménagement de périmètres maraîchers et la construction de magasins de stockage d'échalotes. Au regard des performances enregistrées en matière de développement local, le processus de décentralisation augure de belles perspectives dans la région de Mopti. L'importance de la décentralisation dans la construction de l'Afrique et de contribution des collectivités locales au développement des États membres de l'Union africaine et des territoires a été rappelée lors de la célébration de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local à Gao et à Kaï. C'est ce que nous disent Rakiatou Touré et Issa Diakité. La célébration de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local offre aux autorités régionales l'occasion d'édifier les populations sur les défis et les perspectives en matière de gestion et de promotion de la gouvernance locale. C'est ce que justifie l'organisation de cette conférence de base sur le thème retenu par l'Union africaine, à savoir établir un système d'éducation et de formation solidaire ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local. La célébration m'offre l'honneur de remercier très vivement le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a bien voulu cette année élargir le champ des activités de la journée aux acteurs régionaux. Le thème international rime bien avec les 3 sous-thèmes retenus au niveau national. L'état des lieux de la décentralisation, les acquis, défis et perspectives, la digitalisation des moyens de paiement dans le service public, le rôle et la contribution des collectivités territoriales dans le processus de digitalisation des moyens de paiement dans le service public. Dans ce débat, j'ai eu à comprendre beaucoup de choses et à avoir beaucoup de connaissances aussi. En retour, on va donner des explications aux femmes. Rappelons que la Journée africaine de la décentralisation et du développement local a été adoptée à Malabo le 27 juin 2014 par l'Union africaine et ratifiée par le Mali en 2016. Au Mali, elle est célébrée cette année concomitamment avec la Journée africaine de l'État civil. Une journée porte ouverte a marqué à Kaï la célébration de la 13e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. Elle fut organisée par le Conseil régional de Kaï à l'instar des autres collectivités des régions du Mali. L'objectif de cette journée aux portes ouvertes est de permettre aux citoyens de Kaï de mieux connaître le Conseil régional à travers ses services, de comprendre son fonctionnement et ses missions. La digitalisation des moyens de paiement dans les services publics permettra de rendre nos services publics plus performants, accessibles à tous. Elle contribuera à alléger les démarches administratives pour les usagers et à rendre plus transparent la gestion des fonds publics. L'un des défis majeurs auxquels les collectivités territoriales restent confrontées est la faible mobilisation des ressources. C'est pourquoi la digitalisation des moyens de paiement annoncée le 22 juin dernier à Sikasso par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, apparaît comme la solution idoine
pour la mobilisation et la sécurisation des ressources au niveau des collectivités. Rappelons qu'au niveau national, la journée est célébrée sous le thème « Établir un système d'éducation et de formation solidaire ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Au niveau national, la Commission a complété ce thème avec 3 sous-thèmes, à savoir l'état des lieux de la décentralisation, acquis, défis et perspectives, la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics, entre autres. À présent, suivons le lancement de la campagne nationale de reboisement dans les régions de Nioro, Menaka et Dioula. C'est avec Moussa Diakité, Mohamed Lamine Maïga et Daniel Fomba. Cette année, la chaleur a été insupportable à Nioro, tant chez les humains que chez les animaux. Une des solutions proposées par les spécialistes en climat est la plantation d'arbres. C'est pourquoi l'association Diaoulikunda Nyeta ou Association pour le développement du quartier Diaoulikunda vient de lancer sa campagne de reboisement qui prévoit la plantation de 1000 pieds de ficus Nyeta ou Magaïrini à travers toute la ville. Nioro a vraiment besoin d'arbres. Vraiment, c'est le Sahel. On veut couvrir tout Nioro. L'objectif final, c'est de booster un peu la salaire phénoménale qui nous a pris cette année en saison sèche, qui a amené beaucoup de maladies, sinon beaucoup d'évacuations. Pour ce lancement, 200 jeunes pieds ont été mis à terre dans le cadre de la végétarisation urbaine. Parrainé par M. Cheikh Kamara, opérateur économique installé à Kaye, cette campagne vise à reverdir le Sahel et à lutter du coup contre les effets des changements climatiques. Tout le monde se rappelle de la forte chaleur qui s'est abattue sur cette partie du pays cette année. Dès qu'on m'a touché pour parrainer cette activité de reboisement, j'ai tout de suite accepté. C'est pourquoi j'ai effectué le déplacement pour encourager l'association et pour montrer l'importance du reboisement au Sahel. Chacun sait quelle est la valeur d'un arbre dans la vie des humains. Planter un arbre, c'est déjà une action salvatrice, salutaire, mais entretenir, c'est encore vraiment davantage de courage, d'attention. Vous avez déjà commencé. Nous vous demandons de terminer pour que la campagne prochaine, que nous puissions venir dire que Diaoulikunda Nyata a planté autant d'arbres et autant d'arbres ont réussi. La campagne de reboisement constitue un bon viatique pour faire participer les populations locales aux plantations d'arbres. Le chef de l'exécutif régional, tout en expliquant l'importance d'un arbre, a invité les populations à veiller sur chaque pied d'arbre planté. Avec les thèmes inspirants, plantons les arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes. Cette campagne de reboisement n'est pas seulement une initiative environnementale, elle est également une action concrète pour le développement durable de notre région. En plantant les arbres, nous restaurons non seulement nos terres, mais nous posons les bases d'un avenir plus vert et plus résilient pour les générations futures. Pour les prochains mois, nous allons déployer des efforts considérables pour planter des milliers d'arbres à travers la région. Nous veillerons à ce que chaque arbre planté soit suivi et entretenu afin de garantir sa croissance et sa survie. Ensemble, nous montrerons qu'il est possible de lutter contre la dégradation de notre environnement et de promouvoir une culture de respect et de protection de la nature. Initiée par le département en charge de l'environnement, cette campagne de reboisement lancée à Menaka constitue le meilleur canal pour la sensibilisation des couches socio-professionnelles de la région. Les populations sont toutes concernées par le niveau de dégradation des différentes ressources de la région. Le département de l'administration territoriale et de la décentralisation a été aussi impliqué à travers le gouverneur de la région de Menaka qui a présidé toutes les activités liées à cet événement. Sensibiliser les populations d'Ibaniko pour un changement de comportement face à la nature afin de restaurer le couvert végétal. Et pour relever ces défis, les soldats de l'environnement projettent de mettre à terre 148 805 plants
toutes espèces confondues, sur une superficie de 165 hectares d'ici 12 mois, d'où ce rappel des objectifs de la cérémonie. L'objectif de la campagne de reboisement est de contribuer à la lutte contre la désertification par l'amélioration du couvert végétal, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la conservation de la biodiversité, la création d'emplois verts en milieu rural et urbain dans une perspective de lutte contre la dégradation des terres. Cette cérémonie traduit la volonté des plusieurs autorités du pays à relever les défis de la lutte contre la désertification et les changements climatiques qui constituent aujourd'hui une sérieuse menace pour notre survie et pour l'humanité tout entière. Signalons qu'au-delà des différentes interventions au pupitre, les autorités régionales ont donné le ton en mettant à terre quelques plans. C'est avec des sketchs, des ballets à thème, des poèmes et des chansons de sensibilisation que la journée a pris fin. À Mopti et Sikasso, l'opération Mon quartier propre vient d'être lancée. Cette activité, initiée par le ministère en charge de la jeunesse, vise à promouvoir des cadres de vie décents pour inciter la communauté à prendre en main la propriété de leur environnement. Boubacar Sankaré, Moussokoro Serimi. Par ce coup de balai, le gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Abbas Dambélé, donne le top départ de l'opération Mon quartier propre. L'objectif est de promouvoir l'assainissement des différents quartiers de la ville de Mopti et d'offrir un cadre de vie décent à travers l'investissement humain et l'engagement communautaire. La salubrité, la propreté n'est pas une œuvre d'une seule journée, ça se doit d'être une œuvre permanente de tous les jours. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est à cause de ce concours, de cette émulation qu'il faut juste balayer. Ça doit être quotidien. Nous souhaitons bon vent à tous les quartiers pour cette compétition, afin que les populations puissent intégrer comme habitude la propreté. La première phase de cette opération se déroulera du 10 août au 15 septembre 2024. Elle portera sur le nettoyage et ou le reboisement des espaces publics au sein des quartiers, le curage des caniveaux et les campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement. Ça va déjà montrer la responsabilité des chefs des quartiers, mais aussi de la commune. Il s'agit vraiment de mettre les quartiers en compétition et assainir notre ville. Je suis sûr et certain que ça serait une très bonne chose pour Mopti. Au terme de cette opération, les quartiers jugés les plus propres de la commune urbaine de Mopti seront récompensés. C'est le quartier de Wayerma 1, lauréat des dernières compétitions interquartiers de salubrité, qui est choisi par les autorités régionales pour abriter le lancement des activités de l'opération Mon quartier propre dans la commune urbaine de Sikasso. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, se veut une dynamique de changement de comportement et d'habitude en matière de gestion et d'assainissement de nos cadres de vie à travers l'investissement humain et l'engagement citoyen. Les déchets qui s'accumulent dans nos rues, la dégradation de notre environnement naturel mettent en péril notre santé et celle des générations futures. Il est donc urgent d'agir et Mon quartier propre est notre réponse collective à ces défis. Cette initiative n'est pas seulement une campagne de nettoyage, mais un véritable mouvement citoyen pour l'amélioration de notre cadre de vie et de notre environnement. Engagés ensemble dans cette démarche, nous pouvons faire de Sikasso un modèle de propriété et de bien-être. Ainsi, durant 5 semaines, une offensive collective sera menée dans les 19 quartiers qui comptent la commune urbaine de Sikasso en vue d'imprimer le réflexe de la salubrité de proximité et de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Les critères retenus vont de l'assainissement de l'état de propriété des rues et des places publiques à la mobilisation sociale, en passant par l'innovation en matière de maintien de la propriété et de sensibilisation de la communauté. L'impact de ce lancement Mon quartier propre permettra non seulement d'assainir les quartiers, de favoriser le contact entre les populations, l'entente entre les populations, donc la santé de la population, un esprit sain dans un corps sain, dans un quartier sain, dans un quartier propre. Donc nous, autorités communales, on ne peut qu'accompagner ce élan du gouvernement qui vient nous aider dans notre tâche quotidienne. À noter que l'opération Mon quartier propre concerne l'ensemble du territoire national. La proclamation des résultats est attendue le 21 septembre avec de nombreuses récompenses. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.